Il n'était pas censé connaître son nom. Il n'était même pas censé être là, à cet instant précis, entre les couloirs fluorescents de l'unité des urgences et la salle d'attente où le temps se mettait à couler comme une horloge cassée. Le camion rouge gisait encore tout chaud dehors, ses gyrophares éteints mais la carrosserie ruisselante de la pluie de la nuit. Dans sa poche, le bout d'une photo froissée. Une petite fille qui riait, prise au soleil d'un après-midi banal. Daniel Cruz la serra entre deux doigts, la regarda comme on s'accroche à un talisman, puis reconcentra son attention sur la femme au lit. Daniel était pompier au service des incendies de New York depuis 12 ans. Il connaissait la ville comme on connaît la paume de sa main, les ruelles qui sentent la graisse, les métros qui grondent comme des bêtes mal réveillées, les sirènes qui tissent la toile sonore de chaque nuit. Dehors, Manhattan semblait dormir, mais à l'intérieur de l'hôpital, la respiration des gens racontait des histoires qui n'avaient pas de repos. Il avait vu des appartements s'effondrer, des flammes avaler des vies, des familles entières réduites à l'odeur de suie et de souvenirs calcinés. Il avait appris à agir vite, à boucher des trous, à tenir des mains glacées, à faire des rapports. Il connaissait aussi le prix de son engagement. Une femme qui n'attendait plus rien, une fille qu'on n'appelait pas, les anniversaires qu'il manquait parce que la caserne ne pardonne pas la nostalgie. Ce soir-là, qui devait être un relais de routine, avait commencé avec un appel pour « fumer possible » dans un immeuble du Lower East Side. Un chat coincé entre deux étages, un panneau électrique qui fumait, un voisin qui avait exagéré la panique. Ils avaient éteint ce qui devait l'être, ventilé l'appartement, donné des couvertures. Daniel n'était pas entré dans la chambre où la femme reposait, c'était l'affaire des ambulanciers et des urgentistes. Mais quand il était passé près du box, la lumière au néon avait dévoilé un visage qu'il n'oublierait pas. Os marqués, cheveux raplapla, yeux noirs qui tenaient une lucidité tranchante. Elle tenait dans sa main un petit carnet, comme on tient une vie sur quelques feuilles. « Vous êtes pompier, dit-elle, la voix râpeuse, comme si chaque mot coûtait. Vous avez l'air honnête. » Daniel eut un sourire bref, professionnel, qui n'avait pas la prétention d'être rassurant. « On fait ce qu'on peut, ça va aller. » Elle secoua la tête. « Vous ne comprenez pas, j'ai un dernier souhait. » Il n'y avait rien de dramatique dans sa façon de le dire, aucune demande théâtrale, juste une phrase jetée comme une pierre dans l'eau tranquille d'une nuit de service. Mais la pierre fit des cercles. « Mon fils, je veux le voir, une fois. » Ce que la femme n'avait pas dit d'abord, c'était que son fils, Louise, était écroué à Rikers Island depuis 2 ans, condamné pour un vol qui avait mal tourné. Il n'était pas mineur, il avait 30 ans, une barbe naissante sur un visage qu'elle décrivit comme fatigué mais encore drôle. Elle avait 10 secondes d'énergie pour raconter une histoire entière, le fils qui s'était éloigné, la lettre qu'elle n'avait jamais reçue, les visites manquées parce que la gare, le travail, l'argent et la honte avaient érigé des murs invisibles. Elle n'avait pas de coordonnées actuelles. Elle avait juste ce carnet où, d'après elle, il avait écrit un numéro « peut-être ». Elle avait la conviction tremblante d'une mère qui sait que le temps est compté. Daniel sentit, à l'intérieur, quelque chose se fissurait, pas l'adrénaline habituelle qui galvanise un homme face à la flamme, mais une chaleur différente, plus lente, qui ne se commande pas. Il voyait dans le visage ridé et les mains tachées de nicotine cette idée qu'il avait déjà eue en rentrant chez lui. Tout ce qu'il sauvait au travail pouvait se dissoudre dans une vie personnelle en quelques jours. Il pensa à sa femme, Maya, à laquelle il n'avait pas dit bonne nuit hier parce qu'un incendie avait avalé la soirée. Il pensa à Noah, 6 ans, qui avait collé une feuille au frigo où il avait dessiné un camion de pompiers et où il avait écrit « Papa héros ». L'image lui fit un pincement sourd. Être héros à la maison, c'était différent. Ce n'était pas l'uniforme qui définissait, mais la constance. L'urgentiste qui tenait le cartable médical posa son regard sur Daniel. C'était un petit homme au nez rouge, habitué à recevoir des confidences grotesques et des demandes impossibles. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il à la patiente. « Vous avez de la famille, un tuteur ?»« C'est moi, la famille » répondit la femme. « Il n'y a que moi. » Les protocoles sont clairs. Pour organiser une visite depuis une prison, il faut l'accord des services correctionnels, la validation d'un plan de sécurité, éventuellement une autorisation judiciaire si des restrictions s'appliquent, sans compter la nécessité que la demande provienne d'un proche vérifiable. Un pompier ne fait pas de démarche pénitentiaire, il n'est pas habilité à pédir l'autorisation d'une visite. Pourtant, l'expression dans les yeux de la femme fit remonter les mots qu'il avait appris à la caserne. Nous ne sauvons pas seulement des vies, nous rallumons des flammes qu'on croyait éteintes. Peut-être que rentrer en contact avec ce fils serait rallumer quelque chose.
Écoutez, dit Daniel en s'agenouillant à la hauteur du lit, je ne peux pas promettre, mais je vais essayer de trouver qui peut vous aider. Elle ferma les yeux, comme si l'espoir était une brûlure trop vive. Faites vite, je n'ai pas beaucoup de temps. Le mot vite pesait comme un verdict. La nuit poursuivait sa course. Au loin, la ville vomissait des sirènes et des klaxons. Daniel sortit, avec la promesse au creux de la gorge, la photo de la petite fille serrée plus fort encore. Il marchait vers le camion en sentant déjà les doutes se former. Que pouvait-il réellement faire? Était-il prêt à risquer sa carrière pour un vœu humain, aussi noble soit-il? Si on lui reprochait d'avoir mélangé son rôle, si sa hiérarchie voyait qu'il avait utilisé des ressources pour un dossier personnel, les conséquences étaient réelles. Une sanction disciplinaire, une mise à l'écart, peut-être la fin d'une évolution de carrière qu'il avait construite pierre à pierre. Mais l'image de la femme seule, crachant un dernier souhait dans l'air, éteignait toute prudence. Il n'eut pas le temps de se perdre dans ses pensées. Le capitaine Hernandez l'attendait près des casiers, les bras croisés, le visage fermé comme un paratonnerre. Dans la caserne, on marchait entre le rituel et la camaraderie. On se moquait, on se bousculait, on réparait les casques, on mangeait des restes. Sans jamais oublier que dehors, la ville nous testait en permanence. « Cruz, dit Hernandez en le regardant droit dans les yeux. « T'as l'air pensif. Tout va bien ?»« Oui, capitaine. Salle d'urgence. Une dame. Rien de majeur. » Il cherchait ses mots, ne voulant pas trahir plus que nécessaire. Mais les yeux d'Hernandez ne se laissaient pas tromper. « J'ai entendu dire que vous vous étiez attardé à l'hôpital. Faut pas mélanger service et affaires personnelles, tu le sais. » Daniel sentit la colère monter, rapide comme une flamme. Il ne voulait pas répliquer. Il voulait simplement protéger l'image d'un homme qui s'oublie parfois pour les autres. Il se souvenait d'un précédent, un collègue qui avait utilisé le camion pour raccompagner sa sœur et qui s'était vu suspendu. Les règles étaient là pour une raison. Elles préviennent l'abus, le favoritisme, les risques. « Je n'ai pas utilisé le camion, capitaine, » répondit Daniel calmement. « Je n'ai pas enfreint, je me suis contenté d'écouter. » Hernandez hocha la tête, mais il n'était pas convaincu. « Écoutez, oui, aider c'est autre chose. Fais attention, Cruz. On a des pressions de la mairie, des rapports à rendre, tu sais comment ça marche. » Daniel avait déjà entendu l'avertissement. Il l'enfouit, pas prêt à le laisser étouffer un élan de bonté qui ne lui appartenait pas. Il savait aussi que son épouse, Maya, verrait la chose autrement. Elle, qui travaillait à mi-temps dans une bibliothèque et passait le reste du temps à s'occuper de la maison, savait que son mari rapportait parfois au bercail des histoires sombres. Elle lui demandait parfois pourquoi il s'attachait. Sa conscience, elle, était comme une balance dont l'aiguille oscillait sans cesse entre devoir et compassion. Ce soir, il prit la décision de commencer à faire des recherches. Pas d'actes héroïques illégaux, pas de manipulation, simplement trouver les canaux légitimes, frapper aux bonnes portes, rassembler des preuves qu'une visite avait du sens humain. Il y avait des gens, dans la ville, dont le travail consistait à remettre des humains ensemble. Des travailleurs sociaux, des avocats pro bono, des infirmières qui faisaient plus que des soins médicaux, il faisait souvent office de pont. Et puis, il avait ses propres contacts. Un ancien collègue de pompier devenu travailleur social, Malik, qui avait l'habitude de naviguer entre hôpitaux et centres correctionnels. Il avait aussi un lien timide avec une infirmière du service d'urgence, Sarah, qui lui avait souri une fois dans un couloir et lui avait donné un petit numéro de téléphone griffonné sur un post-it. Ces petites connexions formaient la trame qui tenait la ville. Avant d'attendre la caserne pour prendre une courte pause, il s'approcha du tableau d'affichage. Il écrivit au dos d'une facture le nom que la femme avait murmuré quand on lui avait demandé son identité, Rosa Delgado. Il nota aussi le peu d'informations qu'elle avait accepté de donner, une adresse d'enfance qui pouvait être fausse, une ancienne rue, un accent qui trahissait la première génération d'immigrés. Il sut déjà qu'il allait devoir creuser. Il fit un appel rapide à Maya depuis l'escapade brève du vestiaire, sachant que la sonnerie de son portable réveillerait chez elle un souvenir de nuit brûlée. « Et, tu vas bien ?» demanda-t-il. « Toujours, Noah dort. » Sa voix était comme un brasier domestique, chaleureux, habitué. « Tu rentres tard ?»« Peut-être. » Il hésita. « Ne pas tout dire, ne rien dire non plus. On a une femme à l'hôpital qui veut voir son fils. Il est incarcéré. » Silence. On entendait de l'autre côté de la ligne le bruit léger d'une tasse de café qu'on reposait. Maya avait ce sens des choses. Elle anticipait le retentissement que chaque histoire avait sur lui. « Tu sais ce que j'en pense, » dit enfin Maya, doucement. « Si ça peut lui apporter la paix, tu dois tenter. Mais fais-le correctement. Pas de raccourci. »
Sa mise au point fut un baume et une lame, encouragement et garde-fou. Daniel le nota mentalement comme une permission accompagnée d'une exigence. C'était la voie de la prudence. Son épouse ne le protégerait pas de lui-même, mais elle poserait des limites. Il envoya d'abord un message à Malik, puis au numéro griffonné par Sarah. Les heures suivantes devinrent un tissage d'appels, de formulaires à demander, d'identifications à rassembler. Il y avait un aspect administratif à tout ce qui relevait de l'humain. La compassion devait présenter des papiers. Les services de détention ne pouvaient accepter les visites sur la base d'une promesse et d'un cœur brisé. Ils exigeaient des preuves d'identité, des liens, des autorisations. Paradoxalement, pour ouvrir une porte, il fallait passer par des couloirs officiels. C'est là que la première barrière se dressa, nette et froide. Le service social de l'hôpital, dirigé par une femme au visage professionnel et aux gestes précis, expliqua patiemment que toute demande impliquant un détenu devait passer par le bureau des visiteurs de la prison via une procédure formelle. On ne pouvait organiser une visite extraordinaire simplement parce qu'une infirmière ou un pompier le souhaitait. Nous pouvons rédiger une requête et la transmettre, dit la responsable, mais cela prend du temps, parfois des mois. Daniel sentit le souffle lui manquer. « Il n'y a pas de temps, répondit-il. Elle a dit « dernier souhait ». La femme du service social leva une main, pas d'empathie froide, mais de professionnel fatigué. « Nous ferons ce que nous pouvons, monsieur Cruz, mais vous devez comprendre, si nous contournons les règles pour quelqu'un, alors nous détruisons un système qui protège des dizaines d'autres patients. » Il acquiesça, et chaque mot fut une petite bâtarde du réel. La bureaucratie, instrument de justice et de sécurité, était aussi une chaîne dont les maillons ne se brisent pas sans conséquence. Daniel comprit qu'il ne s'agissait pas de choisir entre règles et bonté, mais de naviguer entre elles. C'était là le vrai courage. Malik arriva en fin de nuit, les yeux cernés, portant encore l'odeur d'une soupe de rue et d'une veste froissée. Ancien pompier lui-même, il avait quitté la caserne pour devenir travailleur social, un choix qui le faisait sourire quand on l'interrogeait. « Tu te mets souvent dans des validités, dit-il sans cérémonie en entrant dans la salle d'attente. Mais si quelqu'un peut t'aider à bâtir un dossier, c'est moi. » Ils parlèrent pendant des heures, entre les néons et le ronronnement des machines. Malik expliqua le processus. D'abord, obtenir le nom exact et le numéro d'écrou du détenu. Ensuite, vérifier si le détenu avait le droit de recevoir des visiteurs, si sa peine ou son comportement ne l'enlevait pas. Puis, monter un dossier qui montre que la visite est médicalement nécessaire, une évaluation signée par un médecin, des preuves que l'état de la mère est instable et qu'un contact avec la famille est susceptible d'améliorer son bien-être psychologique. Bref, une nécessité, pas un caprice. Enfin, envoyer la requête aux autorités correctionnelles, qui décideraient en leur âme et conscience, malgré les centaines de demandes qu'elles traitent. « Et s'ils refusent ?» demanda Daniel. « On a besoin d'un plan B, répondit Malik sans hésiter. Visioconférence supervisée si c'est autorisé. Lettre notariée si la sécurité le permet. Mais il faut commencer par la demande officielle. » Les jours qui suivirent prirent le rythme d'une opération de sauvetage bureaucratique. Daniel rédigeait, signa, courut après des formulaires médicaux. La femme, Rosa, allentant sa faiblesse et ses espoirs, donna ce qu'elle pouvait. Des noms, de vieilles adresses, une photo presque brûlée qu'elle avait dans son carnet. « C'est lui, soufflait-elle, en montrant un visage barré d'une cicatrice. Je le reconnaîtrais entre mille. » À la caserne, certains murmuraient que Daniel s'était embarqué dans une folie sentimentale. Un collègue, Mike, plaisanta. « On ne répare pas les cœurs au bout d'une lance, Cruz. Fais gaffe à pas te prendre un carton disciplinaire. » Mais d'autres, sans le dire à voix haute, déposaient des petits gestes, une photocopie imprimée, un formulaire rempli à la va-vite, un mot d'encouragement pendant la pause. L'entraide, chez eux, était plus forte que les règlements écrits. Malgré tout, la machine administrative prit son temps. Les formulaires se multipliaient. Le service juridique de l'hôpital exigeait des certificats médicaux précis, des attestations. Daniel passa une nuit à chercher le bon médecin, à demander une signature. Il dut écourter un repas de famille. Maya se contenta d'une omelette froide et d'un regard entendu. « Fais ce que tu dois faire », dit-elle, plus concise qu'instructive. Leur silence fut un pacte. Puis la première réponse arriva. Un email froid de la part du bureau des visites de Rickers. On avait reçu la demande, on étudiait le cas, on répondrait sous 15 jours. Aucune promesse, aucun espoir marqué. Daniel s'effondra dans sa chaise comme si on lui avait retiré le tapis d'un coup. 15 jours, pour une femme qui disait n'avoir plus beaucoup de temps. C'était l'aiguillon qui fit naître l'urgence.
15 jours, c'était un délai raisonnable, dans un système qui fonctionne au ralenti. Mais pour un corps fragile, 15 jours pouvaient être un iceberg. Daniel sentit la volonté de transformer ce délai en minutes. Il savait qu'il devait redoubler d'efforts, multiplier les pistes. Il prit rendez-vous avec un avocat bénévole recommandé par Malik, prit contact avec des groupes communautaires qui s'occupent des familles de détenus, expliqua la situation à Sarah, l'infirmière du box, qui lui offrit son intervention morale. Le récit était simple mais lourd. Une femme demandait à voir son fils une dernière fois. C'était un cas où la compassion devait se conjuguer avec le droit. Et puis, une rumeur fit surface. Un blog local avait repéré le cas d'une femme âgée à l'urgentiste. Une histoire touchante, parfaite pour les yeux qui se repaissent de tragédie. Daniel comprit aussitôt le danger. L'attention médiatique pouvait accélérer les choses, mais elle pouvait aussi compliquer la procédure. Autorité sur la défensive, risque de rejet pour cause d'images sensibles, intrusion dans l'intimité de la patiente. Il devait jongler. Le public pouvait être un allié aussi impitoyable qu'un bourreau. Une nuit, alors que le sommeil le forçait à accepter une micro-sieste dans le fauteuil de la caserne, son portable vibra. C'était un message de Rosa. « Si vous n'y arrivez pas, dites-moi au moins que vous avez essayé. » Les mots étaient écrits comme une prière. Daniel posa le téléphone sur la poitrine, ferma les yeux. Il avait fait le pacte, il les serrait. Mais il n'avait pas encore compris combien le prix serait élevé. Le premier grand obstacle concret apparut lorsque le capitaine Hernandez convoqua Daniel dans son bureau. L'air était humide, l'odeur de la cire sur le parquet. Hernandez ne voulait pas l'accabler en public. Il savait que la nuance gagne plus souvent quand elle est pesée à huis clos. « Cruz, je sais que tu veux aider, » dit-il en fermant la porte, « mais tu dois être sûr de ne pas compromettre l'unité. Si tu tisses des liens externes et qu'on te reproche d'utiliser des ressources à tort, ça retombe sur tous. » « Je ne veux pas mettre la caserne en danger, » répondit Daniel. « Je veux juste aider une femme qui me supplie. » Hernandez le regarda, et pour la première fois, il montra une once de vulnérabilité. « Tu n'es pas le premier à être touché. Tu n'es pas le premier à vouloir franchir la ligne pour une bonne raison. Mais regarde autour de toi. Tu as une famille. Tu vas devoir tenir face aux conséquences. » Daniel pensait à Noah, qui attendrait le retour de son père sans savoir le sacrifice qu'on lui demandait de faire. Il pensait à Maya, qui savait mieux que quiconque le prix de l'absence. Il pensait à sa propre carrière, aux longues années passées à gravir des grades, aux heures volées pour s'entraîner, au respect qui s'échange dans une caserne comme on échange des promesses silencieuses. Et pourtant, la vision de Rosa diminuait toute question. Il s'agissait d'un geste humain, pas d'un geste thérapeutique. Il s'agissait de lui offrir, peut-être, une dernière parole, un regard qui pourrait changer sa fin. Hernandez posa sur la table une enveloppe jaune, une demande préalablement remplie à moitié, un formulaire basique. On va te laisser essayer, mais tu fais ça par les voies légales, compris, pas de coup de téléphone à minuit à des commissariats. Tu communiques par écrit, tu laisses une trace, tu tiens compte du protocole, et si ça se complique, tu te retires. C'était un compromis, un filet jeté par la hiérarchie pour englober l'élan dans un cadre. Daniel accepta. Il sentit le poids de la responsabilité se transformer en responsabilité organisée. Les règles étaient là pour cadrer la bonté. Il allait les respecter et les utiliser comme outil. La quête prit alors une forme presque procédurale. Malik et l'avocate bénévole, Elena Ruiz, se mirent à rassembler des attestations, à rédiger la lettre qui pourrait convaincre. Une note du médecin attestant de l'état critique de Rosa, un résumé circonstancié des liens familiaux, un témoignage du personnel infirmier sur l'importance psychologique de la visite, la promesse d'un rendez-vous sécurisé et d'une supervision stricte. Ils joignirent aussi au dossier une photographie authentifiée de Rosa avec son fils, d'anciennes lettres, des preuves d'attachement. Tout cela devait démontrer que la visite n'était pas un caprice médiatique, mais une nécessité humaine. Pourtant, malgré la série de papiers soigneusement préparés, l'ombre de la décision finale restait. Les autorités correctionnelles restaient souveraines. Elles maniaient le risque avec la même ferveur que l'on manie le feu. Ouvrir les portes d'une prison n'est pas un geste anodin. On ne peut forcer les procédures sous prétexte d'humanité sans prendre en compte la sécurité, l'équité, la responsabilité. La demande fut envoyée. Le petit univers de Daniel tint son souffle. Pendant les jours où l'attente dominait, il retourna à ses routines. Inspection des lances, nettoyage des équipements, petites blagues au café. Mais le cœur n'était plus tout à fait le même. Il découvrait que s'engager impliquait des nuits blanches, des pizzas froides et surtout la nécessité d'apprendre la patience administrative.
Un matin, au milieu d'une pluie grise qui transformait les avenues en miroirs, Elena appela. Sa voix était à la fois distante et pleine d'espoir retenu. « On a une réunion avec un officier de liaison des services correctionnels aujourd'hui. Ils ont accepté de nous entendre. » C'était un petit pas, mais dans le désert des refus potentiels, un pas peut être une oasis. Le rendez-vous fut programmé pour la fin de la journée à l'administration de l'hôpital. Dans la salle, il y avait Elena, Malik, Sarah et Daniel. La femme du service social, qui avait dressé l'ossature du dossier, était présente aussi. Quand l'officier entra, son uniforme crispé, la conversation prit la forme d'un examen clinique. Il éplucha les documents avec un détachement professionnel. Une évaluation, rien de plus. Les prisons ne sont pas des salons, dit-il. Nous ne faisons pas d'exception sans preuve solide d'impact médical. Elena, qui n'avait pas l'habitude de se laisser intimider, parla avec la précision d'un avocat. Madame Delgado est en phase terminale d'une insuffisance respiratoire chronique. Sa détérioration a été constatée ces dernières semaines. Une visite significative de sa famille pourrait améliorer son état psychologique et faciliter une prise en charge palliative adaptée. Elle posa la photo du fils sur la table. Le regard de l'officier se durcit, mais ses doigts restèrent au-dessus des papiers. Nous devons vérifier l'identité de l'individu et l'accepter dans notre registre des visiteurs approuvés. Nous devons aussi évaluer le risque opérationnel. Les décisions sont prises à la discrétion de l'administration pénitentiaire, répondit l'officier. Nous ne promettons rien. Ce non-engagement était la loi du monde réel. Il laissait la porte entr'ouverte tout en protégeant la citadelle. Pour Daniel, c'était la confirmation que chaque petit geste devait être assorti d'une stratégie. Il rentra chez lui cette nuit-là sans savoir si Rosa verrait son fils. Mais il n'était plus seul, il avait tendu un réseau. Et parfois, dans New York, un réseau signifie la différence entre un refus poli et une porte qui s'ouvre. Il s'endormit avec la photo de la petite fille qu'il avait gardée depuis le box de l'hôpital. Les pensées bouillonnaient. Si la visite se faisait, comment gérait-on la présence d'un détenu dans un établissement médical? Qui assurerait la sécurité? Où se tiendrait la rencontre? Tous ces détails étaient des pièces d'un puzzle administratif qu'il allait devoir assembler. Le lendemain, le mail est arrivé, bref et officiel. La demande est à l'étude. Aucun délai communiqué. Daniel sentit une lourdeur nouvelle. Le temps s'étirait. Il revint à la caserne, à son travail, à la vie qui continue. Mais la question restait collée à lui comme une odeur de fumée. Comment délivrer un dernier souhait sans brûler les règles qui protègent tant d'autres vies? Il n'avait pas la réponse, seulement la détermination de continuer. C'est ainsi que commençait une course qui n'était pas une course contre l'incendie, mais contre une machine lente, un engrenage administratif. Dans le silence de la caserne, il se promit de faire tout ce qui était en son pouvoir, en respectant la loi, en respectant la sécurité. Il savait aussi que, parfois, la compassion exigeait de ne pas être parfaite, être présente, être persistante, être humaine. Et pour Rosa, pour son fils, il allait devoir apprendre à être ces choses exactement. La nuit suivante, il se réveilla au milieu d'un cauchemar où les portes étaient toutes fermées. Il prit une douche froide, enfila sa tenue et partit à nouveau vers l'hôpital, comme on le tourne à un bord où l'on espère trouver un pont. Sur le chemin, la ville semblait tenir sa respiration, prête à donner un verdict. Il ne savait pas encore que la suite de ses choix mettrait à l'épreuve non seulement son courage, mais aussi les limites de l'affection familiale, la vulnérabilité de ceux qu'on protège et la capacité d'un petit groupe à faire trembler une bureaucratie. Il ne savait pas encore que la suite de ses choix mettrait à l'épreuve non seulement son courage, mais aussi la patience de ceux qu'il aimait et la capacité d'un petit groupe à faire trembler, doucement, la machine administrative. Les jours suivants furent une suite d'allers-retours qui vidaient Daniel de ses forces et gonflaient son espoir à petites bulles. Les appels se succédaient, un numéro après l'autre, des voix au timbre professionnel, des formulaires scannés à l'aune d'un regard juridique. Chaque fois qu'un document était accepté, une autre pièce était exigée. Chaque fois qu'un courrier partait, une attente se glissait derrière. Pourtant, à mesure que la mécanique avançait, le dossier se raffermissait. Elena travaillait comme si chaque phrase de sa lettre pouvait infléchir le cœur d'un bureau. Elle plaça des mots mesurés sur la table, état de santé, pronostic, urgence palliative, preuve de lien familial, et ajouta, sans emphase, la signature d'un médecin qui confirmait la détérioration. Malik jouait son rôle avec la hauteur d'un artisan.
Patient, infatigable, il connaissait les rouages des services sociaux et savait où frapper doucement pour que la porte ne se referme pas. Il localisa un dossier judiciaire, trouva des mentions qui confirmaient que Luis Delgado, 30 ans, n'était pas inscrit comme dangereux au point d'interdire toute visite, et remit en main propre une attestation rédigée par Sarah, l'infirmière, décrivant l'urgence psychique de la mère. Sarah finit par arriver à la caserne pour fournir une déposition orale. Ces mots, simples, avaient plus de poids qu'un long rapport. Elle n'a plus personne. Voir son fils, même à travers un écran, la maintiendra en vie un peu plus au sens où on entend vivre. Il y eut des moments de blocage qui semblaient conçus pour décourager. Une matinée entière fut engloutie par un standard administratif qui demandait une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité que Rosa ne possédait pas. Elle avait quitté son pays il y a tant d'années qu'elle ne se souvenait plus de papier qu'elle avait perdu. Elle donna ce qu'elle avait, un vieux passeport effacé, une facture d'électricité à son ancien nom, un récépissé d'une mairie. Elena enseigna alors à Daniel la patience de la légalité. On va attester de son identité avec un affidavit, on ajoutera des témoignages. Ce n'est pas parfait, mais c'est suffisant si tout le reste est convaincant. Malgré l'efficacité d'Elena, une partie du processus restait hors de leur portée. Les autorités de la prison, prudentes, ne lâchaient rien. Chaque proposition, visite en personne à l'hôpital, transfert temporaire sous escorte, rencontre dans un salon pénitentiaire, rencontrait la même réponse calibrée. À l'étude. La prudence des services correctionnels n'était pas de la froideur personnelle. C'était leur métier de peser les risques. Daniel comprit qu'il ne pouvait pas obtenir de faveur sans arguments solides, et que l'émotion, si puissante soit-elle, devait être encadrée par des preuves. Pendant ce temps, la vie personnelle de Daniel vacillait entre soutien discret et friction. Il rentrait tard, épuisé. Noah, qui commençait à apprendre le dessin de lettres, collait sur le frigo une nouvelle feuille où il avait écrit « Papa, tu rentres ?» Maya, qui avait accepté le coup moral de l'engagement, le soutenait en silence. Un soir, elle posa la main sur son épaule et, sans reproche, dit « Fais ce qui est juste, mais pense aussi à nous. » Ces mots, à la fois permission et garde-fou, le ramenaient à une vérité intime. Aider ne devait pas tourner les siens en victimes collatérales. Il prit alors l'habitude de leur raconter ce qu'il faisait à la table du dîner, non pour se décharger, mais pour partager la charge. La pression se manifesta aussi au sein de la caserne. Des murmures, parfois des regards interrogateurs, des plaisanteries automatiques pour masquer une inquiétude réelle. Hernandez veillait, oscillant entre compréhension et fermeté. « Tu fais le bon choix tant que tu respectes les règles », répétait-il. Lorsqu'un rapport fut remonté, anonyme, rédigé par un gradé qui craignait les mauvaises interprétations, Hernandez prit sur lui la défense de Daniel. Il alla jusqu'à parler au service juridique interne, expliquant que Cruz n'avait rien fait de répréhensible et que l'engagement civique des pompiers était une valeur pour la caserne. C'était un geste qui évitait à Daniel un entretien disciplinaire aigu. La hiérarchie, finalement, comprit qu'il y avait moyen de concilier empathie et respect de la procédure. Mais l'aspect le plus dangereux demeurait la lumière publique. L'histoire, si elle fuyait vers un blog local ou un réseau social avide de récits poignants, pouvait se retourner contre eux, enfermer la situation dans un théâtre médiatique et rendre les administrations plus hostiles. Une journaliste locale, alertée par un bénévole d'un groupe de familles de détenus, posa des questions. Elena décida, après consultation, de contenir l'information. Il valait mieux obtenir l'accord avant d'exposer la vulnérabilité de Rosa au monde. La discrétion se transforma en stratégie. Une autre veille fut marquée par un incident presque grotesque mais révélateur. Un couple de voisins trouva une photographie de Rosa accrochée par erreur sur un panneau d'affichage de quartier sous la mention « Aide recherchée ». Les commentaires en ligne, parfois cruels, rappelèrent à Daniel la complexité morale d'exposer une personne fragile. Il vint au téléphone avec Rosa pour lui expliquer pourquoi il devait rester prudent. Sa voix, faible mais claire, le remercia pour la délicatesse. « Je ne veux pas de lumière, murmura-t-elle, juste une voix. » Puis vint la convocation pour une audition formelle au bureau de liaison entre l'hôpital et la prison. C'était le moment décisif. Face à un officier, Elena, Malik et Daniel devraient démontrer que la visite était nécessaire sur le plan médical et social. Dans la salle, l'atmosphère sentait la solennité bureaucratique. Une table, des chaises, un panneau avec un nom officiel. L'officier, un homme d'une 50aine d'années, sec mais pas sans humanité, posa des questions précises. « Pourquoi cette visite et pourquoi maintenant ?» demanda-t-il.
Elena répondit, implacable. Elle déroula la chronologie des dégradations médicales, cita des observations cliniques, souligna l'absence d'autres proches et insista sur la proportionnalité de la demande. Une rencontre supervisée, en présence d'un agent, dans un espace sécurisé, sans aucune dérogation aux règles de sécurité. Il fallut en plus un accord sur le cadre logistique. La visite se tiendrait via un dispositif numérique sécurisé, installé par l'hôpital dans une salle d'examen privée, ou, si on acceptait un transfert exceptionnel, dans la salle de visite de la prison aménagée pour les affaires sensibles. L'officier mit en avant que les mesures de sécurité imposeraient des vérifications d'identité, un filtrage des objets et la présence d'un agent. Toute percée dépendrait donc de leur capacité à montrer qu'ils respecteraient les protocoles stricts. À la sortie de cette réunion, leur dossier ne fut pas accepté immédiatement, mais ils reçurent quelque chose de rare, un engagement formel à étudier la possibilité d'une visioconférence supervisée. C'était un demi-oui, mais dans le monde des refus, un demi-oui peut être une lueur intense. L'attente suivante fut courte et longue à la fois. Ils durent bricoler un appareil. L'hôpital, par souci de confidentialité et grâce à la bonne volonté d'un technicien, installa une tablette dans une chambre isolée, équipée d'un système sécurisé et d'un casque pour préserver l'intimité. On réserva 1 heure en fin de matinée, après la visite générale, moment où la surveillance pourrait être assurée sans perturber les routines. Les papiers furent signés. Un agent de liaison de la prison confirma qu'un détenu, identifié par son numéro d'écrou, serait disponible pendant 30 minutes, supervisé par un officier de l'établissement. Elena avait obtenu l'accord minimal, une rencontre non physique mais face à face, réelle. Le jour venu, l'hôpital semblait concentrer toute sa compassion dans ses couloirs. Les draps, la lumière tamisée, le bourdonnement discret des appareils, tout cela créait une scène presque théâtrale. Rosa fut coiffée, on lui passa une chemise propre, ses mains, qui tremblaient depuis des semaines, furent lavées et posées sur une couverture pliée. Daniel entra comme un gardien de cérémonie, Malik s'installa près d'elle, la main sur son épaule, Sarah vérifia une dernière fois le réglage du son. Elena tenait le dossier comme une prière pratique. La tablette vibra. Sur l'écran, la lumière d'une salle de détention éclaira le visage de Louis. Il avait grandi, la barbe naissante, le regard durci par la vie derrière des barreaux, mais ses yeux étaient reconnaissables. Ceux d'un enfant que Rosa avait connu, maintenant celui d'un homme qui portait l'usure de son absence. L'officier se tenait légèrement en retrait, respectueux mais vigilant. Les visages sur l'écran se firent intimes, la mère, le fils, la technologie comme médiatrice d'un temps volé mais retrouvé. Les premières secondes furent maladroites, lourdes d'une émotion que la voix ne pouvait dérober. Louis regarda l'objectif, consulta l'officier qui acquiesça, puis leva les yeux vers sa mère. Sa voix, quand il prononça « Mama », se brisa comme un vieux tuyau que l'on répare. Rosa éclata en sanglots contenus et commença à parler, haletante, d'une voix qui revenait d'un long voyage. Elle racontait des bribes de maison, des odeurs de café, des petites choses ridicules qu'on garde pour soi. Louis écoutait, parfois en secouant la tête, parfois en fermant les yeux, comme si chaque phrase le frappait et le guérissait à la fois. Ce ne fut pas un chant dramatique, mais une conversation fragile, faite de pauses, d'excuses inachevées, de questions à demi formulées. « Je n'ai pas su, » murmura Louis à un moment. « J'ai merdé. »« Je sais, » répondit Rosa, la voix plus ferme, « mais tu es mon fils. Je voulais te voir pour te dire que je suis là. » Les mots furent simples, presque banals, et pourtant leur puissance était telle qu'ils firent taire la salle. Malik pleura à son tour, discret, les mains entrelacées. Daniel sentit sa gorge serrée, sa propre histoire familiale, ses absences, revenaient comme un miroir. 30 minutes peuvent paraître peu, et pourtant l'intervalle se dilata. Ils échangèrent des phrases qui, autrement, seraient restées à jamais dans le silence. « Es-tu bien? Comment vas-tu, mon fils? Pardonne-moi, je t'aime. » L'officier, témoin professionnel, se contentait de remplir son rôle, mais il se permettait parfois d'un geste discret, d'un hochement de tête qui respectait la rencontre. Quand l'heure se termina, personne ne souhaita briser l'instant par des formalités. Elena, en froissant une feuille, trouva les mots pour conclure la session de manière humaine. « Merci. On va continuer à travailler sur la voie administrative pour permettre d'autres contacts. » Après l'appel, le silence dans la chambre fut lourd mais apaisé. Rosa serra la main de Daniel, comme pour sceller un pacte de reconnaissance. « Merci d'être venu, » dit-elle, avec l'évidence d'un remerciement qui dépasse les mots. « Tu as tenu promesse. »
Daniel répondit d'une voix simple, presque étrangère à lui-même. « Je n'ai fait que ce que je pouvais. » La suite ne fut pas une succession de miracles. Rosa ne guérit pas brutalement. Mais le téléphone qui sonna le lendemain matin apporta une autre bonne nouvelle. L'équipe de l'hôpital avait obtenu une nouvelle dérogation pour un suivi psychologique. Et l'administration pénitentiaire accepta d'étudier des visites supervisées additionnelles. C'était une petite victoire administrative avec un grand sens humain. Les autorités, impressionnées par la rigueur du dossier, avaient concédé des rendez-vous réguliers sous supervision, tant que la sécurité n'était pas compromise. Elena et Malik purent ainsi instaurer un calendrier. Des appels programmés, des lettres vérifiées, des visites en visioconférence périodiques. À la caserne, la nouvelle circula comme un souffle. Certains collègues vinrent serrer la main de Daniel, d'autres gardèrent leur distance, mais ne firent plus de plaisanteries. Hernandez, en homme de devoir, vint le voir et posa la main sur son épaule. « Tu as respecté l'ordre et le cœur, dit-il, sobre. Ça montre que la compassion, bien encadrée, peut marcher. » Ces mots, simples, eurent la chaleur d'un feu que l'on rallume dans une pièce froide. Il y eut naturellement des conséquences administratives mineures. Un rapport fut rédigé, une note interne documenta les heures passées et une évaluation de la gestion du temps signala quelques ajustements à l'emploi du temps. Mais l'ombre d'une sanction sérieuse se dissipa, parce que Daniel avait respecté les procédures et parce que ses alliés avaient construit un dossier solide. Il apprit ainsi une leçon que la rue et l'hôpital lui enseignèrent en tandem. La compassion structurée pèse plus lourd qu'un élan désordonné. Rosa retrouva petit à petit une dignité que la maladie avait presque effacée. Les visites en visioconférence devinrent des moments réguliers de respiration. Elle reprit le fil de quelques correspondances, écrivait des lettres à Louis, recevant parfois des réponses. La relation entre mère et fils n'était pas miracle, elle était reconstruction. Des mots, des questions, des silences, des retrouvailles progressives. Louis obtint, par le biais d'un avocat, des autorisations supplémentaires pour des appels surveillés et commença à participer à des séances de réinsertion proposées par l'établissement. Rien n'était certain, tout était possible. L'expérience laissa aussi une empreinte sur la famille de Daniel. Maya et lui parlèrent plus ouvertement des priorités, de la manière dont il décidait d'engager ses ressources émotionnelles, de l'équilibre à tenir entre devoir envers la communauté et devoir envers les siens. Noah, qui avait suivi la chose avec les yeux d'un enfant, se sentit fier sans tout comprendre. Il continua à coller des dessins de camions sur le frigo, mais ajouta à côté une petite image d'une tablette, comme s'il avait voulu dessiner la rencontre. Pour Daniel, cette image résuma la complexité du métier. On éteint des flammes, oui, mais parfois on rallume des vies avec des gestes minuscules. La ville, elle aussi, garda un souvenir discret de cette histoire. Un petit groupe communautaire qui soutenait les familles de détenus reconnut le travail de Malik et d'Elena. L'hôpital établit une procédure plus rapide pour les demandes palliatives impliquant des détenus. Un effort modeste mais concret. Une voie de circulation interne fut créée pour accélérer l'évaluation médicale et permettre une réponse plus réactive, sans mettre en péril la sécurité. Ces changements n'étaient pas des révolutions, mais des souplesses ajoutées à une machine lourde. Ils prouvaient qu'un acte humain, quand il est mené par la rigueur et le respect des règles, peut inspirer des améliorations systémiques. Malgré tout, la fin pour Rosa vint dans la douceur d'un matin d'hiver. Elle s'est éteinte quelques semaines après la première rencontre, entourée d'une équipe qui avait appris à la connaître, après une succession de vidéos qui, cumulées, l'avaient beaucoup aidée. Louis eut l'autorisation de participer à une dernière visioconférence plus longue, il put dire adieu d'une manière qui n'aurait pas été possible autrement. La tristesse fut immense, mais l'intensité du dernier échange amena une paix que ni la maladie ni la prison n'avaient su lui donner auparavant. Le soir où Daniel apprit le décès, il se tenait devant la fenêtre de sa cuisine, regardant la ville. Maya posa une main sur son épaule. « Tu as fait ce que tu pouvais, dit-elle. Tu as été un bonhomme. » Ces mots, dans le silence, eurent la puissance d'un verdict personnel. Il pensa à Rosa, à Luis, à toutes les personnes qu'il ne verrait jamais. Il repensa aussi à Noah, à son dessin, et comprit que la bonté n'était pas un acte unique, mais une pratique quotidienne. Dans les semaines qui suivirent, la caserne reçut des remerciements sobres et sincères. Une carte signée par le personnel de l'hôpital, un message de la direction du centre correctionnel pour reconnaître la coopération, un courrier de l'association communautaire qui proposa d'organiser des formations sur l'accompagnement des familles de détenus. Ces gestes étaient petits, mais ils ressemblaient à des pierres posées sur un chemin. Pour Daniel, le plus grand changement fut intérieur.
Il réalisa que son métier exigeait plus que des muscles et du sang-froid. Il fallait aussi une forme de courage moral, la capacité de naviguer entre la compassion et la réglementation. Il comprit que l'on peut, parfois, rallumer une vie sans brûler les règles. Cette histoire le suivrait toute sa carrière, non pas comme une victoire personnelle à brandir, mais comme une mémoire qui le rendrait plus prudent et, paradoxalement, plus audacieux. Il y eut aussi une répercussion inattendue. Lors d'un briefing de la caserne, Hernandez parla de plus en plus ouvertement des cas où l'action civique pouvait être menée par la procédure. Il encouragea les hommes et femmes de la caserne à documenter leurs initiatives, à travailler avec les services sociaux et juridiques, à tisser des réseaux plutôt que d'agir seuls. La culture de la caserne, subtilement, s'enrichit. Les pompiers n'étaient pas devenus des travailleurs sociaux, mais ils avaient appris qu'ils pouvaient être des catalyseurs de rencontres humaines, en respectant leurs obligations professionnelles. L'histoire se termina sans grand feu ni fanfare, comme la plupart des vraies histoires humaines. Elle garda pourtant une force discrète, celle d'un acte ordinaire, tenir une promesse, demander de l'aide, empiler des formulaires, frapper aux bonnes portes, qui finit par permettre à une mère et un fils de se parler une dernière fois. Elle laissa aussi une question pour le spectateur. Que ferait-on à la place de Daniel ? Jusqu'où irait-on pour exaucer un dernier souhait, tout en demeurant dans les limites de la loi et de la sécurité ? La nuit où tout cela prit fin, Daniel regarda la photo que Noah avait dessinée pour lui. Le camion de pompiers au crayon tenait à la fois l'image du métier et le symbole d'une responsabilité partagée. Il plaça la photo près de la fenêtre et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit pleinement aligné. Homme, mari, père, pompier. Il avait appris qu'un acte de compassion, même modeste, peut laisser une trace durable. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui croit encore que de petits gestes peuvent changer une vie. Et dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous à la place de Daniel ?